Bonjour à toutes et à toutes, je suis Florian Ortega, directeur associé de Columbus Consulting, cabinet qui accompagne les écosystèmes et entreprises dans leur transformation et facilite les transitions responsables et durables. Je suis ravi d'animer cette table ronde qui, après le pourquoi, table ronde passionnante, merci d'ailleurs à tous les participants, va se pencher sur la question du comment. Alors la résilience alimentaire, si vous nous rejoignez tout de suite, pour le rappeler, c'est la capacité des systèmes alimentaires et leurs entités à fournir une alimentation suffisante, adaptée et accessible à tous, même en contexte de crise. On a vu l'introduction, la table ronde du pourquoi a rappelé l'enjeu fort, mais nous a montré aussi que c'est un sujet très complexe. Parce que profond, il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup d'éléments qui participent à cette résilience alimentaire. Et puis aussi parce que c'est très transformant. Il y a des besoins forts de transformer les différentes filières, les différentes parties prenantes. Et donc, pour atteindre ce cap, il est nécessaire de construire un chemin, d'avoir des méthodes, des outils et donc des repères. Mesurer pour comprendre et s'améliorer, c'est donc essentiel. Maximilien Rouer, en introduction, disait bah, pas de progrès sans mesure, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? Pourquoi? Quels sont les outils actuels? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent et on aura des exemples assez concrets et assez pratiques. Et puis aussi, quelles difficultés, quelles perspectives? C'est vraiment tout l'objet de cette table ronde inspirante avec des experts de haut niveau que je remercie et que je vais vous présenter. Tout d'abord, Luc Servant, vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et vice-présidente de l'APCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Vous introduirez cette table ronde en nous présentant les enjeux et les besoins que vous voyez sur le comment au sein de votre territoire, ce qui marche et ce qui serait aussi à développer. Ensuite, on aura Olivier Thiusbord, vous êtes directeur de la stratégie d'Euralis, qui est une coopérative agricole et agroalimentaire, et vous attacherez en tant qu'acteur industriel à parler des enjeux, de l'importance de ce sujet dans le développement d'Euralis, mais aussi de la filière agricole. On a ensuite Anne Trombini, vous êtes directrice de Pour une agriculture du vivant, une association qui vise à accélérer la transition agroécologique par la structuration de filières et par une dynamique de coopération. Et vous nous sensibiliserez à l'enjeu de mesurer les résultats. On a parlé d'agriculture régénératrice et vous allez nous parler de l'indice de régénération qui est un outil puissant qui est bientôt disponible. Et puis enfin, on aura trois chercheurs qui ont structuré des outils qui nous présenteront. Benjamin Cuillet, vous êtes ingénieur spécialisé en aménagement du territoire, membre des greniers d'abondance, on a vu Arthur Grémampont présenter, et vous nous présenterez le projet Crater, qui est un outil au service de la mesure et de la compréhension des enjeux de résilience alimentaire. Grégory Ackermann, vous êtes chercheur à l'INRAE et animateur de l'Observatoire du réseau mixte technologique alimentation locale. Et vous nous présenterez l'Observatoire, mais aussi les verrous, les enjeux, comment progresser collectivement et quels sont les enjeux et les besoins de données. Et puis Guillaume Fourdinier, vous êtes fondateur d'Agricool, membre du CNRA, et vous nous présenterez le baromètre de la résilience alimentaire, qui est un outil de mise en vitrine des indicateurs actuels. Table ronde passionnante, quel beau programme. Alors je donne tout de suite la parole à Luc Servant. En quelques minutes, vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Quels sont vos enjeux en termes de mesures? Qu'est-ce que vous avez arrivé à observer? Quelles sont les limites? Je vous laisse la parole. Le classique micro coupé, Luc. Il faut que je maîtrise la technique de mon côté. Parfait, je vous en Merci. prie. Merci, bonjour, bonjour à tous. Donc Luc Servant, je suis agriculteur en Charente-Maritime, effectivement. Et puis merci pour aborder ce sujet ce matin au cours de cette table ronde. Alors en quelques mots, quelles sont peut-être les attentes ou la vision du monde agricole? Et merci pour faire intervenir aussi les agriculteurs ce matin. Donc on fait le constat, et ça a été dit et largement répété ce matin, qu'il y a une demande de la consommation, une évolution de la demande du consommateur, des besoins des consommateurs sur la partie alimentaire. Depuis un an, on a vu cette demande, cette évolution très, très fortement, justement, s'accentuer. Alors, pour revenir peut-être un peu depuis quelques temps, en tout cas, il y a une demande de la part du consommateur d'avoir plus de local, plus de transparence, de traçabilité. Ça, c'est clair, je crois. Et ça fait le lien justement avec la résilience des exploitations, puisque en même temps, comme ça a été dit, quand on est trop sur des circuits longs ou des circuits qui ne sont pas maîtrisés par les producteurs, il y a des risques importants pour les producteurs et le monde agricole. Alors, nous, les chambres d'agriculture, on est là pour accompagner justement les producteurs, les agriculteurs dans ces évolutions qui sont fortes aujourd'hui, pour permettre aux exploitations, aux fermes d'évoluer, de s'adapter et de prendre en compte aussi la nouvelle demande des consommateurs.
Donc, on voit des choses qui fonctionnent très bien hein, dans les circuits courts. La demande de production locale de circuits courts, on a aujourd'hui, on estime à 20% des agriculteurs hein, qui produisent et qui font de la vente directe ou qui sont vraiment en circuit très court. Et là, il y a des choses qui se passent très bien, puisqu'il y a un lien entre le consommateur qui exprime sa demande au producteur et le producteur qui, lui, va répondre justement à cette demande. Et là, on est dans le cas de proximité, de résilience aussi, puisqu'il y a une compréhension claire, je crois, des mécanismes. Et donc ça, on peut dire que ça fonctionne bien. Mais quand on regarde le volume que ça représente, on est plutôt autour de 10 à 15% finalement des volumes agricoles ou de production alimentaire que cela représente. Ce qui veut dire qu'à côté, on est encore toute une part importante et très majoritaire de la production qui passe par des circuits longs, voire très longs, pour lesquels il n'y a pas de maîtrise ou maîtrise très forte, en tout cas, soit du producteur ou soit du consommateur. Et il faut que ces filières évoluent. Alors, je crois qu'il faudra quand même qu'il y ait un équilibre entre les filières courtes et les filières longues, puisqu'on ne pourra pas nourrir peut-être des grandes villes uniquement avec de la production très, très locale. Il y a aussi la nécessité quand même de pouvoir stocker, de pouvoir transporter, de pouvoir adapter un peu tout ça. Et donc, il faudra qu'on ait un équilibre entre des filières longues qui resteront sûrement et un développement attendu et fort quand même des circuits courts. Et on pourra aussi avoir cet équilibre au sein d'une même ferme. Moi, je suis producteur de grandes cultures. J'ai une partie, effectivement, de mes productions qui part dans des filières longues de transformation en produits peut-être pour les animaux et ensuite justement de production animale. Et une autre partie qui va sur un moulin. Dans ma coopérative, on a un petit moulin. Et donc là, on est vraiment sur la filière très courte. Une partie de ma production, c'est de la luzerne pour un éleveur à côté. Et donc, sur une même exploitation, on pourra avoir ces équilibres. Et je crois que ce qui est attendu aujourd'hui de la part du monde agricole, c'est d'avoir une demande qui s'exprime de manière claire dans ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, dans la production, puisqu'on entend beaucoup parler, et depuis ce matin, j'entends parler de production locale, de transparence, de traçabilité, de faire évoluer vers plus de qualité, mais en même temps de prendre en compte la biodiversité des exploitations, la protection des ressources. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de demandes qui s'expriment et pour les producteurs, c'est parfois un peu difficile d'y répondre, surtout quand cette demande n'est pas clairement exprimée. Et donc, on attend, je crois, de la part à la fois de ces filières plus longues ou de tout ce qui passe au niveau de la grande distribution encore, mais aussi dans la restauration hors domicile, par exemple, hein, dans la restauration collective, que toute cette demande s'exprime clairement et ce n'est pas tout à fait encore le cas, puisqu'on voit bien que dans la commande publique, c'est encore le prix qui fait foi et on a du mal à y intégrer la proximité, que dans les filières longues et la grande distribution, on voit les dernières négociations, c'est encore le prix. Et donc, il faut qu'on puisse traduire clairement cette demande avec des indicateurs peut-être à mettre en place hein, sur justement la notion de circuit peut-être plus court, sur aussi d'autres notions ou prestations de l'agriculture, ça a été dit aussi tout à l'heure, hein, sur les services environnementaux qui sont rendus, sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on peut parler à un producteur justement de l'ensemble de ces demandes et de ces éléments? Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est attendu. Alors, il y a des outils qui se mettent en place. On a parlé de PAT, de projet alimentaire territorial. Je crois que ça va tout à fait dans ce sens-là. Mais on a aussi du mal à mettre en œuvre même des actions qui sont demandées. On a dit qu'on importait plutôt de plus en plus de fruits et légumes ou de viande. On importe de plus en plus de porc, on importe de plus en plus de volailles, malgré tout ce qu'on dit. Mais quand on veut monter un élevage de porc, c'est pas facile. Moi, je peux vous dire, en Charente-Maritime, on n'arrive pas à en monter parce qu'il y a des oppositions locales, alors qu'on est très, très largement déficitaire en production de porc ou de volaille, par exemple. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on puisse exprimer clairement cette demande, avec bien sûr aussi le souci de la rémunération. Ça a été dit, comment est-ce qu'on finance un peu toutes ces nouvelles demandes. Il faut aussi que l'alimentation soit accessible à tous. Donc voilà, toutes ces questions, je crois, qui viennent de la part des producteurs. On a aujourd'hui nos outils qui fonctionnent. Hein. On a mis quand même en place des coopératives. C'était fait aussi pour ça, pour faire le lien. On organise les producteurs dans des groupements et tout. Donc les outils existent, mais il faut pouvoir clairement exprimer cette demande pour pouvoir avancer. Très Merci pour bien. Merci beaucoup Luc, c'était effectivement très très important dans la mesure et aussi la mesure de la demande, comment est-ce qu'on la qualifie, quels sont les indicateurs qui orientent aussi, qui facilitent le travail des producteurs. Je passe la parole à Olivier Thiusbord, vous en tant que directeur de la stratégie d'Euralis, qui est une coopérative agricole et agroalimentaire. La résilience alimentaire est dans votre plan stratégique, alors comment ça s'inscrit et quels sont aussi vos besoins, un peu comme Luc, d'outils, de mesures, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque? Oui, merci Florian et merci Luc pour le passage de flambeau. Bonjour à tous. En effet, Euralis est un groupe coopératif du Sud-Ouest. Donc, par nature, il se doit d'être un moteur dans les enjeux
agroéconomique et écologique, pardon, et alimentaire de son territoire et plus largement au niveau national. Donc, dans mon propos, je vais rappeler notre vision des enjeux dont nous parlons ce matin chez Euralis et partager avec vous un certain nombre d'actions que nous menons dans notre coopérative. Je crois qu'André Bonnard a parlé d'accompagnement un peu plus tôt ce matin et c'est cette dynamique que je souhaite pouvoir partager avec vous. Alors, quelques rappels en effet sur le cadre global, même si on l'a bien parcouru déjà ce matin. Il y a à la fois de fortes évolutions des attentes des consommateurs et de la société, d'une part, et d'autre part, la nécessité de transformer en profondeur nos modèles d'agriculture, et que je mets au pluriel volontairement. Donc, en effet, le consommateur cherche à avoir de plus en plus la transparence sur ce qu'il mange. Il veut connaître l'origine de ce qu'il consomme, avec évidemment une préférence pour ce qui est local et en direct du producteur. Et il veut également connaître et comprendre la qualité nutritionnelle de ce qu'il consomme, le nombre d'ingrédients, la nature de ces ingrédients, le niveau de transformation des aliments, etc. Au-delà de ces attentes des consommateurs sur la transparence de ce qu'ils mangent, il y a aussi des attentes sociétales sur les modèles de production qui ont fortement évolué. Ils se sont beaucoup cristallisés sur l'agriculture biologique pendant un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, c'est vertueux, entraîne à présent l'ensemble des modèles productifs, dits conventionnels, et qu'ils soient animal ou végétal. Donc, dans ce sens, il est vraiment nécessaire d'adapter et ou de développer des nouveaux modèles de production, en passant de technologies très éprouvées, on en a parlé ce matin, la chimie et les produits phytosanitaires, par exemple, à des nouveaux modes de production, à la fois en s'appropriant des choses de base, de l'agronomie de base, mais également en développant de nouvelles technologies qui, pour certaines d'entre elles, ne sont pas toujours complètement matures je prends l'exemple des biocontrôles. Il y a certaines solutions qui sont bien éprouvées aujourd'hui, pas pour tout. Donc, voilà, il faut qu'on navigue avec ces nouvelles méthodes à développer, et tout en agrégat aussi dans les pratiques et dans les outils de mesure sur les questions de fertilité des sols, de biodiversité. Donc, tout ça sont les enjeux sur les modèles de production. Et comme si ce n'était pas suffisant, on l'a rappelé ce matin, on a aussi en fil rouge le changement climatique et la multiplication des aléas comme contexte général. Donc, on a des consommateurs et une société dont les attentes évoluent. On a des modèles agricoles qui doivent se réinventer, mais on l'a suffisamment aussi rappelé ce matin, mais je me permets de réinsister aussi, il nous faut des agriculteurs pour transformer les fermes et produire l'alimentation qui est attendue. Et là, on a deux enjeux clés. On a à la fois, en effet, le nombre d'agriculteurs. On a près de 50% de départ à la retraite dans les 10 prochaines années, donc on a un véritable enjeu du nombre d'agriculteurs, et qui est associé, on a un enjeu du revenu d'agriculteurs. On a trop peu d'agriculteurs qui vivent de leur métier aujourd'hui. C'est un métier, en effet, d'entrepreneur, de passionné, mais c'est trop fragile comme système. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas affirmer que les générations futures d'agriculteurs soient assurées. Donc, il est nécessaire, dans ce sens, de se concentrer aussi sur les leviers les plus efficaces qui permettent d'apporter plus de valeur ajoutée à la ferme, de travailler à la diversification des revenus des agriculteurs, d'accompagner les successions, d'encourager l'installation de nouveaux agriculteurs. Alors, comment, chez Euralis, je peux partager avec vous certains exemples avec nos 6 000 adhérents et les 15 000 agriculteurs partenaires, comment nous sommes engagés dans l'action, faire face à ces enjeux et parfois pouvoir les transformer en opportunités. Alors, un premier exemple, il y a plus de 10 ans maintenant, nous avions commencé à créer notre propre marque locale, la table des producteurs, et on parlait d'opportunités. Les consommateurs nous font de plus en plus confiance avec ces produits et cette marque. Et c'est vrai que la crise sanitaire cette année a d'autant plus accéléré ce phénomène. Un deuxième exemple, si je parle des produits phytosanitaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Egalim et du volet sur la séparation de la vente et du conseil des produits phytosanitaires, nous avons décidé chez Euralis de prendre la voie du conseil. Et 2021 est une année de transformation extrêmement structurante pour Euralis de par ce sujet, et on doit modifier complètement le logiciel. Après plusieurs dizaines d'années d'un modèle sous perfusion de marge de distribution de phyto, nous sommes convaincus que notre mission en tant que coopérative, c'est d'apporter du conseil, des services et des débouchés aux agriculteurs.
D'autres exemples hein, pour illustrer comment on cherche à accompagner hein, l'amélioration du revenu des agriculteurs. Hein. Elle passe notamment par la contractualisation. Hein. On a un vrai axe stratégique sur la contractualisation qui permet à la fois d'offrir plus de visibilité aux agriculteurs et elle permet également de développer des filières sur mesure hein, en fonction des besoins clients et donc, in fine, plus de valeur ajoutée. On a un axe stratégique également très important sur la diversification des filières. On l'a rappelé encore ce matin. Nous, on était dans une zone, un territoire et une stratégie du tout maïs. Et donc, on a décidé d'en sortir, pas du maïs, mais de ce jusqu'au-boutisme. Et donc, le développement sur des nouvelles filières arboricoles, que ce soit maraîchères, ça, ce sont des choses qui sont au cœur de notre stratégie et qui doivent être au cœur aussi de la stratégie de nos adhérents. On étudie également des modèles de transformation à la ferme et comment est-ce que ces modèles peuvent apporter plus de valeur ajoutée au niveau de l'exploitation. Et je partageais un dernier exemple, mais qui n'est pas des moindres, en tout cas pour nous, Euralis. Hein, on est également convaincus que la production d'énergie renouvelable est un levier d'augmentation et de diversification du revenu des agriculteurs. Et nous travaillons beaucoup sur ce sujet. La France a des objectifs de production d'énergie renouvelable très ambitieux, notamment sur le photovoltaïque. Les surfaces qui ont été développées ces 10-15 dernières années se sont faites sur les surfaces faciles, disponibles. L'agriculture a maintenant un vrai rôle à jouer au niveau national pour répondre à ces enjeux. Et c'est vraiment une vraie opportunité pour nos agriculteurs. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, pour à la fois voilà, les perspectives et les enjeux que vous voyez, puis des choses très concrètes, très, très pratiques en termes de conseils, de contractualisation, de développement de l'agroécologie. Je vais passer la parole à Anne Trombini pour une agriculture du vivant. On a parlé je crois, Bertrand Valliorgue, mais aussi de notion d'agriculture régénératrice. Alors, comment est-ce qu'on s'assure que les actions menées aient les bons résultats? Et je pense que c'est tout l'objet de votre intervention. Oui, bonjour, merci Florian. Donc en effet, pour une agriculture du vivant, c'est un mouvement qui rassemble plus de 600 adhérents de l'amont à l'aval des filières dans une démarche de coopération pour accélérer cette transition via la structuration de filières et via la création d'outils de mesure de résultats. Donc on l'a vu au cours de la première table ronde, hein, quand on parle de résilience alimentaire, on parle avant tout de résilience des systèmes de production agricole. Et là, on va toucher à des systèmes d'une extrême complexité, d'où l'importance des approches collectives pour arriver à adresser ces sujets-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le monde agricole fait face à un défi colossal, qui est celui de continuer à produire de la biomasse. Comme l'explique très bien Marc-André Sellos du Muséum national d'histoire naturelle, on s'aperçoit que depuis une quinzaine de millénaires, quel que soit le type d'agriculture, quelle que soit la zone géographique du monde, l'homme fabrique du désert. Il suffit de regarder une carte et toutes les zones du monde qui étaient historiquement des zones agricoles fertiles sont progressivement devenues des déserts. Donc pour continuer à produire de la biomasse aujourd'hui, nous avons en effet besoin de faire avant tout une agriculture régénératrice ou agroécologique, c'est-à-dire une agriculture qui va tendre vers l'autofertilité et qui va prendre soin de son support de production, les sols. Et pour construire cette agriculture régénératrice, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit plus en fait, de résoudre telle ou telle problématique ou de travailler sur telle ou telle solution, parce que dans le vivant, tout est lié et tout est sujet d'équilibre. Et c'est pour ça qu'il faut basculer sur des modèles traditionnels qui sont basés sur des obligations de moyens, à des modèles basés sur de la mesure des résultats des pratiques agricoles, mais en construisant des outils faits avec les agriculteurs. Parce que toute la complexité du sujet résultat, c'est qu'on va vite être sur des choses extrêmement complexes et il ne faut pas en oublier le cœur du sujet, qui est le métier de l'agriculteur. Alors, pour expliquer de quels résultats on parle, pour nous, il y a 5 résultats à viser et à faire progresser en même temps et qui feront la pérennité de cette agriculture de demain. Et ce qui est important, c'est qu'il faut les prendre tous ensemble parce que ça ne peut être que systémique et ce serait même dangereux de ne pas le faire. Le premier résultat, c'est le stockage de carbone. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses pratiques, va capturer le carbone qui est dans l'atmosphère pour le stocker dans les sols. Pourquoi ?
Parce que déjà, il y a trop de carbone dans l'atmosphère, ça, je pense que tout le monde est d'accord, mais aussi parce que le carbone, finalement, c'est le carburant de la fertilité de la production agricole. Donc, pour produire beaucoup de biomasse, il faut beaucoup de matière organique dans les sols et éviter qu'elle s'en aille dans les cours d'eau, comme c'est généralement le cas aujourd'hui. Le deuxième résultat, c'est l'usage de l'eau. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses pratiques, va fabriquer des sols qui vont être en capacité d'infiltrer et de maximiser le stockage de l'eau dans les sols, comme une éponge. Et là aussi, c'est le rôle de la matière organique. Le troisième résultat, c'est la biodiversité, qui est un sujet souvent mal compris, parce qu'autant le carbone, je l'ai dit, c'est le carburant de la fertilité, mais la biodiversité, c'est le moteur. Donc, il faut en produire un maximum. Et en fait, en agriculture, on ne va pas protéger la biodiversité, on va la produire ou la détruire. Et quand je parle de biodiversité, je ne parle pas que des abeilles et des oiseaux, mais je parle bien du début de la chaîne trophique, c'est-à-dire les vers de terre, les champignons, les mycorhizes qui sont dans les sols. Et là, vous voyez déjà qu'avec ces trois premiers résultats, on n'est pas uniquement en train de parler d'agriculture, mais on est bien en train de parler de biens communs à l'échelle des territoires. Le quatrième résultat, c'est la qualité nutritionnelle, ça a été évoqué. Il nous faut des aliments riches en éléments nutritifs, mais aussi qui ne contiennent pas d'éléments qui nuisent à la santé. Et il faut évidemment, cinquième résultat, des agriculteurs fiers, heureux et valorisés, parce qu'un territoire résilient, c'est un territoire au sein duquel les agriculteurs peuvent se projeter, peuvent transmettre leur savoir et leur économie aux générations futures. Donc ces valeurs, on le voit, sont des valeurs collectives qui émergent sur toute la planète, mais pour les adresser, on a besoin de réconcilier l'ensemble des acteurs de l'amont à l'aval autour de ces valeurs et de construire les outils de mesure de résultats. C'est ce que nous avons fait donc, depuis le début de la création de notre mouvement il y a 3 ans, en construisant un outil collaboratif, libre et ouvert, qui part de la réalité au champ et qui permet de mesurer cette progression, cette démarche agroécologique vers ces résultats. Cet outil s'appelle l'indice de régénération. Il a été construit avec des agriculteurs, des techniciens et avec l'aide d'un comité scientifique européen reconnu pour son expertise agronomique. Aujourd'hui, l'indice est disponible pour les cultures végétales et il démarre le travail pour les productions animales. Donc en clair, cet indice, c'est une sorte de boussole de la transition agroécologique qui permet de mesurer la santé des sols, la vitalité des écosystèmes et la diversité des paysages. Et ce, quel que soit le type d'agriculture, qu'on parle de bio, de conventionnel, peu importe. Le sol, c'est pour tout le monde et ses résultats, c'est pour tout le monde. Donc cet indice de régénération, il sera en accès libre à partir de mai via notre plateforme digitale, de manière gratuite pour permettre à tous les agriculteurs de s'évaluer et de progresser dans la régénération de leur système. Mais aussi, et c'est très important, l'objectif, c'était de construire un outil qui aide les agriculteurs, mais qui aide aussi la structuration de filières pour accompagner la création de valeur. Et c'est déjà le cas au sein de notre mouvement, puisqu'on a un certain nombre de filières aujourd'hui qui sont déjà construites autour de cet indice et qui permettent de créer un dialogue spécifique avec chacun des fournisseurs pour construire sa démarche de progrès qui lui est propre. Bien entendu, le travail ne s'arrête pas là. On n'est qu'au début de cette compréhension du vivant et des outils. Et pour changer d'échelle, aujourd'hui, il faut viser la complémentarité entre les politiques publiques et ces démarches privées de filières. Parce que d'une part, les politiques publiques ne pourront pas faire l'impasse de cette régénération à l'échelle des territoires, si on veut résoudre des problèmes de souveraineté, de résilience climatique, mais aussi de problématiques d'accès à l'eau, de pollution. Et d'autre part, un outil commun permettrait que les différentes facettes de la transition entrent enfin en synergie les unes avec les autres. On est convaincus au sein de notre mouvement, avec nos 600 adhérents, que l'indice de régénération peut être aussi un outil de fléchage pour les mécanismes de compensation, de rémunération des services écosystémiques, de soutien à la transition, voire même de circuit court, en cohérence avec ces initiatives privées. Et donc, c'est bien ça notre ambition aujourd'hui, de réussir avec cet outil simple, robuste et fiable, de réunir et de réconcilier l'ensemble des parties pour accélérer cette transition. Très bien, merci. Merci beaucoup Anne pour votre intervention, pour cet outil donc, qui est disponible dans quelques semaines, sur le mois de mai, libre à tous et qui va permettre de mesurer, de donner les clés de lecture et de progrès pour chacun. Je passe la parole à Benjamin Cuillet des Greniers d'Abondance, qui est co-porteur du projet Cratère. Cratère aussi donne aussi des clés de lecture sur d'autres indicateurs et qu'y a-t-il de mieux qu'une démonstration de l'outil pour montrer ces différentes fonctionnalités. Je vous passe la parole, Benjamin, pour nous présenter très rapidement l'outil, puis surtout pour nous montrer concrètement comment est-ce qu'il fonctionne. Merci Florian.
Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis ravi d'avoir l'occasion de vous présenter l'outil Crater, donc le calculateur de résilience alimentaire des territoires que nous développons au sein de l'association des greniers d'abondance. Donc, Crater, c'est un outil numérique de sensibilisation et d'aide au diagnostic de la résilience alimentaire des territoires qu'on a sorti en octobre dernier après plus d'1 an de développement. L'objectif de Crater, c'est d'une part de sensibiliser le grand public et d'autre part d'outiller les acteurs de terrain, membres de collectivités spécialistes du domaine. L'outil est développé sous licence ouverte, ce qui veut dire que la méthodologie elle est transparente et le code informatique est ouvert. Donc concrètement, Crater, ça utilise des données publiques et ouvertes de l'INSEE, de l'IGN, de l'Agreste, etc. et des données de partenaires comme Solagro ou Parcel. Et à partir de ces données, l'application calcule différents indicateurs dont l'objectif, c'est d'évaluer le système alimentaire. L'ensemble des indicateurs alimente un référentiel de données consolidées qui est lui aussi disponible en licence ouverte. Et ça permet de produire, en fait, in fine, un diagnostic avec des graphiques, des messages et des leviers d'action. Aujourd'hui, l'outil est développé de façon 100% bénévole par une équipe d'une dizaine de personnes au profil varié, des chercheurs, géographes, ingénieurs, développeurs informatiques, designers, etc. Et il a reçu un très bon accueil des citoyens et d'acteurs de terrain notamment, d'un nombre ainsi plus de 60 000 visites depuis la sortie le 15 octobre. Et il suscite aussi beaucoup d'attentes pour avoir de nouvelles fonctionnalités, pour enrichir le contenu, auquel on espère pouvoir rapidement répondre. Donc voilà, je vous ai rapidement présenté Crater et je vous propose de regarder une petite vidéo de démonstration de la dernière version qu'on a sortie hier. Le premier objectif de Crater est la sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux de la résilience alimentaire. À partir de la page d'accueil, il suffit de saisir le nom d'un territoire, par exemple la commune de Montauban, pour accéder au diagnostic de son système alimentaire. Ce diagnostic est d'abord présenté sous une forme synthétique qui rassemble des chiffres clés sur la population et la superficie, et le résultat de l'évaluation pour 4 composantes du système alimentaire, qui sont l'adéquation entre la production et les besoins, les pratiques agricoles, la population agricole et la politique foncière. À chaque fois, on trouve une note ainsi qu'un court message représentatif de la situation. Ces résultats sont repris de manière visuelle dans le graphique de gauche. À partir de cette synthèse, il est possible d'accéder au diagnostic détaillé pour chacune des 4 composantes. Dans le cas de Montauban, on peut s'intéresser à la politique foncière qui semble être un enjeu important. On accède alors à un chapitre présentant des indicateurs détaillés accompagnés d'explications et de graphiques, des chiffres clés à l'échelle nationale et des propositions de levier d'action et liens vers d'autres outils ou ressources pour aller plus loin. Cette partie du rapport va au-delà de la sensibilisation du grand public et porte la deuxième ambition du projet Crater, qui vise à être un outil très opérationnel d'aide au diagnostic lors de la réalisation d'études terrain. À tout moment, il est possible de basculer sur le diagnostic d'autres échelles géographiques plus vastes, par exemple le département du Tarn-et-Garonne, ou de rechercher un autre territoire, par exemple le Tarn, qui est un département voisin. En complément de cette recherche par nom de territoire, l'application propose enfin une navigation cartographique, accessible depuis l'accueil. Cette carte interactive permet de saisir très rapidement le niveau de résilience des territoires et leur répartition géographique. La carte peut être déclinée pour chacun des 4 axes de résilience présentés précédemment. Elle est affichée par défaut à l'échelon départemental, mais les niveaux région et EPCI sont également disponibles. À partir de la carte, on peut facilement identifier un territoire, le sélectionner pour voir son évaluation, et si besoin, accéder à sa page de diagnostic complet. Voilà, maintenant que vous avez vu à quoi ressemble la version actuelle, je vais terminer cette présentation en vous partageant nos perspectives et les défis que nous avons identifiés pour suivre le développement de l'outil. Nous sommes donnés comme objectif principal de compléter le diagnostic pour couvrir toutes les composantes du système alimentaire, par exemple les intrants, la transformation, la distribution. À côté de cela, nous prévoyons aussi d'autres évolutions, telles que montrer les dynamiques passées et en cours, et rendre l'outil encore plus opérationnel pour les acteurs de terrain en permettant, par exemple, d'exporter les résultats.
Ces pistes sont notamment motivées par les contacts que nous avons avec des collectivités et par les retours utilisateurs qui nous guident dans la définition des nouvelles fonctionnalités. Face à ces objectifs, il y a deux principaux défis devant nous. Tout d'abord, mobiliser des moyens pour continuer le développement. Pour cela, nous sommes en train de construire des partenariats et de répondre à des appels à projets. Et ensuite, pallier le manque de données. Nous couvrons ainsi, par exemple, pas les départements et régions d'outre-mer. Et aussi, nous avons très peu d'informations sur les flux alimentaires, entre autres données manquantes. Mais Grégory Ackermann devrait vous en parler plus longuement, donc je lui laisse la parole et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Benjamin, et puis parfaite transition pour Grégory qui va effectivement nous parler de ce sujet-là. Grégory, je vous laisse la parole, présenter l'Observatoire et puis effectivement les travaux sur lesquels vous êtes en ce moment. Merci Florian et merci Benjamin et bonjour à tous. En effet, l'Observatoire des systèmes alimentaires territorialisés est un outil qui est porté par le RMT Alimentation Locale. Comme l'a dit Youna, c'est un réseau qui réunit des acteurs du développement agricole, de la formation, de la recherche et qui est financé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et donc, l'objectif de l'Observatoire des systèmes alimentaires territorialisés est de produire des données. Parce qu'il manque de données et on pourra faire des analyses qui répondent aux besoins des producteurs agricoles et de tous les acteurs qui les accompagnent, aux besoins des collectivités locales et des acteurs économiques et aux besoins des acteurs de la formation et de la recherche que si effectivement on produit des données là où il n'y en a pas. Alors pourquoi cet observatoire des systèmes alimentaires territorialisés est indispensable? Vous le savez, la résilience des systèmes alimentaires passera aussi par une meilleure connaissance des territoires qui participent au circuit alimentaire de proximité, car cette connaissance permettra d'identifier les fragilités du système et de mieux résister aux futures crises. Or, nous avons fait le constat, dans nos travaux menés à l'INRAE, du manque criant de données fiables sur les systèmes alimentaires de proximité, sur les circuits courts, sur l'alimentation vendue localement. Malgré le foisonnement de cartes qui signalent des lieux de distribution en circuit court, il est très difficile finalement de trouver des données de qualité sur les systèmes alimentaires. Nous avons pu constater que ces cartes manquent d'exhaustivité ou de mise à jour régulière. Certaines ne recensent que certains types d'initiatives, d'autres ont des périmètres qui sont très larges. Mais surtout, ces cartes s'adressent généralement aux consommateurs et donc elles ne sont pas conçues pour produire des données statistiques. Elles peuvent manquer de rigueur dans la catégorisation des initiatives, elles caractérisent peu ou mal finalement ces initiatives et peuvent surtout passer à côté d'acteurs qui sont pourtant essentiels dans les circuits de proximité, que sont les acteurs de la transformation, les acteurs de la logistique ou bien de la production de l'alimentation qui entrent dans les circuits de proximité. Donc, depuis quelques mois, le site Frais Local agrège des données sur la distribution en vente directe. Ce projet est complémentaire du nôtre et nous aidera à avancer sur la partie distribution. Mais de notre côté, nous souhaitons rassembler au sein d'un même outil donc les données sur la distribution de l'alimentation dans les circuits de proximité, mais aussi des données sur les équipements de la transformation, des équipements de la logistique, des données sur les lieux de production de cette alimentation, mais aussi des données sur les politiques locales d'installation d'agriculteurs ou de préservation des terres agricoles, par exemple. Alors, comment procédons-nous? Nous avons mené des travaux à l'INRAE depuis 2018 qui nous ont permis d'identifier un certain nombre de sources de données fiables, mais aussi de construire une méthodologie pour produire des données de qualité actualisées dans le temps. Lorsque les bases de données nous paraissent fiables, nous construisons des partenariats avec des gestionnaires de données afin d'établir les droits sur l'usage de ces données dans le respect de la propriété des données et dans le respect du RGPD. Par exemple, nous sommes en train de construire un partenariat avec des distributeurs de casiers connectés dont s'équipent de nombreux agriculteurs en ce moment pour vendre leurs produits de manière automatisée directement sur leur exploitation. Lorsque nous avons identifié un manque de données fiables sur tel ou tel type d'équipement ou tel et tel type de lieu de vente, nous cherchons un partenaire en capacité de produire des données et nous l'accompagnons dans la production de ces données. Par exemple, nous sommes en train de monter un partenariat avec l'Union des industries de la conserve pour recenser les micro-conserveries. Enfin, pour certains lieux de distribution encore mal recensés, comme par exemple des magasins de produits locaux qui sont en train de se développer, nous avons établi dans ce cas un partenariat avec l'UFC Que Choisir
qui va bientôt activer ses 150 associations de consommateurs locales pour lancer avec nous un vaste travail de recensement. Notre observatoire est donc lancé. Nous avançons petit à petit dans l'agrégation des données, mais nous avons besoin de vous tous pour nous aider. Je m'adresse notamment aux législateurs qui sont en capacité de nous aider à libérer des données. Par exemple, il n'existe aucune base de données fiable sur les marchés de plein vent, qui sont pourtant les premiers lieux de distribution de l'alimentation de proximité en France, avec près de 10 000 points de vente. Et nous avons vu comment la fermeture brutale au printemps dernier a considérablement perturbé les systèmes alimentaires. Chaque préfecture pourrait par exemple établir des listes, ou bien chaque commune pourrait avoir l'obligation de publier en open data le nombre de marchés implantés sur son territoire, mais aussi et surtout le nombre de producteurs en vente directe, le nombre de revendeurs pour chacun de ces marchés. Et ceci n'est qu'un exemple, et d'autres chantiers seront à ouvrir pour libérer des données, notamment sur l'alimentation vendue en circuit court dans la grande distribution. Voilà, vous l'avez compris, nous cherchons à construire un bien commun au service des territoires et de la résilience des systèmes alimentaires, mais produire des données, libérer des données qui existent ou qui sont peu ou mal diffusées, et agréger toutes ces données en un même lieu constitue un véritable chantier pour les mois à venir, pour lequel vous pouvez nous aider à avancer. Et donc, pour conclure, l'Observatoire n'est pas une carte de plus, mais un outil fiable pour appuyer l'action des professionnels et des collectivités. Merci beaucoup Grégory. Libérer les données, je pense que c'est un message important. Laisser les données venir pour qu'elles soient utilisées. Et très important aussi la démarche que vous menez dans comment je collecte de plus en plus de données, comment je repère des données qui manquent, j'accompagne ça. Et je pense que c'est aussi très important dans le comment, au-delà de la mesure, c'est cette démarche progressive de mesurer, d'être toujours dans une démarche de collecter davantage de données. Guillaume Fourdinier, je vous passe la parole. Vous allez présenter le baromètre CNRA de la résilience alimentaire, puisque on a vu effectivement qu'il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui répondent à des besoins particuliers. Et c'est important de les mettre en vitrine, de pouvoir aussi apporter une vue, on va dire, méta ou consolidante pour apporter une vision, une première vision, et puis surtout des exemples concrets de comment progresser sur chaque territoire. Je vous laisse la main pour conclure cette table ronde. Après, il y aura une séance de questions-réponses. Merci Guillaume. Oui, merci beaucoup Florian et bonjour à tous. Exactement, le CNRA met en ligne aujourd'hui son premier baromètre de la résilience alimentaire à l'occasion de cette journée. Donc, vous pourrez le retrouver sur le site du CNRA. Et comme vous l'avez dit, le baromètre du CNRA a pour but de mettre en vitrine les indicateurs, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont très précis. Et l'objectif, c'est de les mettre en vitrine pour interpeller et inciter au passage à l'action sur les territoires, parce qu'il faut relier la mesure aux actions sur les territoires. Donc, en quoi ça consiste concrètement ? Alors déjà, il y a 3 thématiques qui sont pour nous les clés de la résilience alimentaire et qui sont reprises par les différents experts. Il y a la production alimentaire déjà, qui est quelle est l'adéquation entre la production et les besoins sur le territoire, quelle est l'évolution de la population agricole. Ensuite, il y a une deuxième thématique dans ce baromètre qui est le respect des écosystèmes liés à cette production. Donc, quelle est la politique foncière du territoire, quel est son rythme d'artificialisation, et puis quelles sont les pratiques agricoles utilisées concrètement sur le territoire. Et puis, troisième thématique qui est très importante, Grégory Ackermann en parlait juste avant, c'est la distribution et l'accès au local. Quelle est l'intensité des circuits de distribution locaux sur ce territoire et comment cette alimentation locale peut être accessible. Alors pour chacun de ces indicateurs, de ces 3 thématiques, le CNRA n'a inventé aucun indicateur. Il existe de nombreux experts, on le voit directement dans cette table ronde, qui travaillent cette donnée intensément chaque jour avec beaucoup de précision. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a synthétisé le travail des acteurs experts. Là, on a Cratère, RMT, par exemple, dont on a entendu la présentation juste avant. Et puis surtout, on continuera aussi à intégrer des indicateurs pertinents dans les prochaines versions. Pourquoi pas, par exemple, l'indice de régénération des sols, dont a parlé Trombini préalablement. Donc voilà, dans ce baromètre, notre objectif, c'est de mettre en lumière ces données sur la résilience alimentaire pour que chacun s'en saisisse et passe à l'action. Donc vous trouverez dans ce baromètre une carte pour chaque indicateur qui met en lumière les territoires les plus résilients.
et ensuite des exemples d'initiatives, d'actions qui ont été mis en place sur les territoires et dont il peut être utile de s'inspirer pour que ces indicateurs s'améliorent. Prenons un exemple peut-être très concret. Si on prend par exemple sur la carte de l'alimentation locale, donc sur cette thématique, on va voir les Hautes-Alpes qui sont indiquées en vert, signe d'une très bonne résilience. Et ben voilà, on peut voir que par exemple sur les Hautes-Alpes, il y a eu une initiative qui a été mise en place qui s'appelle Hautes-Alpes naturellement, qui est une marque pour valoriser les agriculteurs locaux. D'ailleurs, juste avant, Olivier de Ralis parlait aussi d'une marque locale mise en place. Ben voilà, c'est ce genre d'action qui permet justement à l'indicateur de s'améliorer de mois en mois. Donc chacun peut agir, et puis pas uniquement en tant qu'élu politique, hein, il y a beaucoup d'actions citoyennes qui peuvent être menées. Vous trouverez beaucoup d'exemples là-dessus aussi dans le baromètre. Vous pouvez contacter la direction de l'école de vos enfants pour demander à comprendre l'origine des produits. Vous pouvez écrire à votre maire pour demander quelle est sa politique alimentaire territoriale, ou bien sûr contacter les marques pour mieux comprendre l'origine des matières premières. Et donc, c'est toutes ces actions citoyennes, politiques, qui permettront l'évolution de ces indicateurs dans les prochains mois. D'ailleurs, juste après, il y a la table ronde sur les moyens d'action qui en parleront directement. Et donc, pour terminer, peut-être juste deux peut-être lettres au Père Noël à envoyer. Premièrement, pour les 12 prochains mois, premièrement, une coopération toujours plus intense entre tous les acteurs. C'est fondamental, il faut rester simple, il ne faut pas que chacun travaille son indicateur dans son coin, il faut qu'on réussisse vraiment à avoir un travail intense pour qu'on puisse avoir un passage d'action qui soit encore plus simple ensuite par les décideurs. C'est exactement ce qui est fait aujourd'hui avec cette journée et ce travail collaboratif. Et puis, deuxièmement, dans cette même veine de coopération, vraiment important de ne pas exclure d'acteurs de l'alimentation dans l'analyse. Il faut obtenir des indicateurs qui permettent de comprendre l'évolution des grandes entreprises agroalimentaires ou des acteurs de la grande distribution. Ce n'est pas évident parce que c'est des acteurs pour lesquels l'intégration est complexe, mais c'est fondamental si on veut qu'ils progressent. Voilà, donc n'hésitez pas à partager le baromètre qui est en ligne sur le site du CNRA avec les cartes des territoires et les initiatives. Merci beaucoup Guillaume. Moi, ce que je retiens de cette table ronde, c'est effectivement l'importance de la coopération, le fait qu'il y ait des choses qui existent, que des outils soient déjà utilisés, enfin 60 000 utilisations de cratères, déjà des acteurs qui utilisent l'indice de régénération avant même qu'il soit publié. Donc beaucoup de choses qui existent, pas mal d'actions concrètes aussi qui sont menées mais qui restent à développer, hein. C'est ce que fait Euralis par exemple. Et puis des données manquantes, que ce soit sur certains champs, on parlait des circuits longs, de la distribution, et des outils aussi peut-être manquants pour flécher la demande, pour simplifier le travail des agriculteurs, pour qu'ils sachent, qu'ils soient rassurés dans leur choix, dans leurs orientations, dans leurs investissements. Je vais en reprendre quelques questions, peut-être juste quelques minutes pour prendre quelques questions. Il y a une question qui est directement adressée à Grégory. Des auditeurs vous posent la question des partenariats avec le réseau des Interbio, qui a aussi une vision d'observation régionale de l'agriculture biologique. Est-ce que ce sont des acteurs avec qui vous interagissez? Ce sont des acteurs avec qui on va interagir parce que c'est un observatoire qu'on monte petit à petit. Donc, on a déjà des partenariats qui sont signés, qui sont formalisés. Et puis, on a d'autres partenariats qui sont en cours de montage avec des premières discussions. Pour le moment, on manque un petit peu de ressources, donc on va à notre rythme, mais on va monter en puissance là dans les prochains mois pour justement réunir tous les acteurs qui veulent participer, et qui veulent nous aider et qui peuvent avoir des données intéressantes pour qu'elles soient agrégées et mises en commun pour qu'ensuite on puisse les utiliser de manière libre et en open data, effectivement. Très bien. Et peut-être dernière question pour conclure, on a pas mal parlé de cette question de lien, et en fait moi la question que je voudrais poser, c'est comment créer de nouveaux liens? On a vu qu'il y a pas mal d'initiatives, qu'il faut aussi que les liens entre les coopératives, les agriculteurs, la grande distribution, les chercheurs, cette journée y participe, hein. C'est aussi un appel à ces liens-là. Et puis à chaque fois vous avez fait vos lettres au Père Noël ou au petit lapin de Pâques pour avoir plus de données, plus de choses, mais quelles seraient aussi d'autres mesures qui pourraient être mises en place pour créer ces nouveaux liens-là? Est-ce que quelqu'un souhaite proposer ou partager son idée?
Peut-être pour apporter un éclairage, en tout cas, qui est celui de notre mouvement, c'est que ce qui manque aujourd'hui aussi pour créer du lien, c'est en fait de partager une vision commune. Et en fait, aujourd'hui, il y a aussi un effort de pédagogie et d'acculturation énorme à faire pour arriver à rapprocher les acteurs qui, finalement, dans leur secteur d'activité, même s'ils sont très proches, ont des métiers extrêmement différents. Et beaucoup du travail aujourd'hui passe aussi par apporter, emmener les acteurs de l'agroalimentaire dans les champs et vice-versa, et partager les contraintes des uns et des autres pour arriver à recréer justement une vision partagée. Très bien, mais je pense que c'est une bonne conclusion, effectivement, cette vision commune de pédagogie, d'expliquer, de donner aussi les cartes pour que chacun se saisisse de cet enjeu-là. Et c'est vraiment, enfin voilà, c'est très très important. Ça fait partie aussi du comment, tout simplement, et c'est peut-être aussi très très important. Merci beaucoup, en tout cas, merci à vous pour votre participation, pour ces explications, ces présentations très, 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 très concrètes, et puis ces besoins de libérer de la donnée qui, j'espère, seront bien entendus. On a une table ronde qui va suivre sur le quoi, avec des exemples aussi très concrets, des acteurs qui ont monté des entreprises, des élus qui ont mis en place des actions, et donc je vais passer la table ronde suivante à Emmanuel Corati et l'ensemble des experts. Un grand merci, j'étais vraiment ravi d'animer cette table ronde, et j'espère que l'année prochaine, il y aura d'autres sujets, d'autres problématiques, parce que les choses auront bien évolué. C'est tout le souhait qu'on a pour ce grand sujet de société. Merci à tous.